J'estime que mes compétences professionnelles n'ont absolument rien à voir avec mon handicap, en fait, et que ça ne m'empêche pas de travailler. Ma vue s'est détériorée du jour au lendemain. J'ai un glaucome congénital, donc c'est-à-dire que j'ai trop de tension oculaire dans les yeux. Avant de devenir entrepreneuse, j'ai été journaliste, j'ai été enseignante, j'ai fait du multimédia, du papier, j'ai travaillé dans différents types de journaux et de médias. J'ai enseigné à différents degrés aussi. À ce moment-là, je voyais à peu près à 40%, parce que justement, je suis quelqu'un de plutôt optimiste et qui aime penser solutions plutôt que problèmes. Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la chaîne Dévélancez-vous, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des choses positives à nous faire partager, des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou une vidéo sur Dévélancez-vous, alors envoyez-moi un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dvlancezvous.com et je serai ravi de vous accueillir sur Dévélancez-vous. Pour ce nouvel épisode de partage positif, je suis ravi d'accueillir Céline qui est suisse et qui vit à Genève, une malvoyante entrepreneur qui est extrêmement positive. Bonjour Céline et merci d'avoir accepté l'invitation de Dévélancez-vous sur la rubrique partage positif. Déjà, comment tu vas? Écoute, merci à toi de m'avoir invité dans ta nouvelle rubrique partage positif, Yves. Et puis moi je vais très très bien. C'est assez constant d'habitude chez moi. Donc voilà. Mais je l'ai remarqué depuis déjà quelques temps qu'on échange. Tu vas toujours très bien. En même temps, c'est mieux que de pleurer tout le temps, non? Enfin, tout à fait. Je partage. J'ai un naturel positif. Je partage ton point de vue. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Donc je m'appelle Céline Wichard de mon nom de famille. Je suis genevoise, donc petite habitante suisse. Je suis aujourd'hui entrepreneuse. En fait, j'ai créé mon entreprise. Je me suis formée au coaching professionnel. Donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes déficientes visuelles ou pas dans la réalisation de leurs projets et dans l'établissement de leurs projets jusqu'à leur concrétisation. Je travaille aussi essentiellement dans la formation et dans le conseil, consulting, à la communication accessible, aussi bien pour les institutions culturelles que les entreprises, et je forme aussi et accompagne les entreprises qui souhaitent engager des personnes déficientes visuelles, pour créer des cahiers des charges adaptés, pour que l'intégration se passe au mieux, etc. Et je sensibilise aussi les enfants et les étudiants dans les écoles à différents degrés à la déficience visuelle et aux différentes problématiques liées à la malvoyance et à la non-voyance. Dans toute la Suisse, beaucoup de choses. Ou juste en Genève, juste à Genève. Pardon. Actuellement plutôt en Suisse romande parce qu'il se trouve que mon allemand n'est pas sensationnel, donc avant de pouvoir aller prospecter en Suisse alémanique, il faudrait que je remette à jour un peu mon allemand qui est un peu rouillé depuis quelques années. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Et avant que tu répondes à cette question, c'est quoi ton handicap? Parce que tu l'as pas présenté tout à l'heure. Avant de créer mon entreprise, j'ai déjà eu un parcours professionnel assez riche. Donc mon handicap ne m'a jamais empêché de travailler jusqu'ici. Avant de devenir entrepreneuse, j'ai été journaliste, j'ai été enseignante, j'ai fait du multimédia, du papier, j'ai travaillé dans différents types de journaux et de médias. J'ai enseigné à différents degrés aussi, autant au secondaire qu'on appelle le secondaire 1 chez nous, qui est le collège en France, et puis aussi au niveau du lycée, donc tout ce qui est école supérieure, juste avant l'université. Wow. Et puis à ce moment-là, je voyais à peu près à 40%. J'ai fait aussi de l'archivistique, pas mal de documentation technique, etc. Donc même en voyant mal, j'ai pu faire du travail dans les archives. Moi, j'ai une formation à la base d'historienne, donc j'ai fait un master français-histoire à l'Uni. Et puis en parallèle, ma licence de journalisme. Donc oui, moi je n'ai jamais été diagnostiquée au potentiel, mais il y a possiblement des chances que je le sois. Ça m'intéresse pas tellement de le savoir, à vrai dire. J'ai toujours fait ce que je voulais faire.
Et puis, en fait, ma vue s'est détériorée du jour au lendemain en août 2017 parce que moi, en fait, j'ai un glaucome congénital. Donc, c'est-à-dire que j'ai trop de tension oculaire dans les yeux parce que les canaux à l'intérieur de l'œil qui servent à éliminer le liquide intraoculaire ou à le réguler fonctionnent mal naturellement. Ils ont tendance à se boucher. Et du coup, je dois réguler ça. Depuis que je suis née, j'ai été opérée quasiment déjà à 3 mois après la naissance pour chacun des 2 yeux. Et puis, je mets des gouttes 3 fois par jour pour que la tension reste stable. D'accord. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que en 2017, la tension, tout à coup, a commencé à augmenter. Je pense que le matériel que j'avais depuis 30 ans quasiment à l'intérieur des yeux commençait à donner signe d'usure. J'ai été opérée, réopérée, subi plusieurs opérations. À ce moment-là, j'envisageais déjà de devenir entrepreneuse, en fait, avant même que ça m'arrive. Je m'étais déjà renseignée sur quelles démarches je pouvais mettre en place pour créer ma propre entreprise, alors que j'étais encore salariée à l'époque. Quand mon patron m'a licenciée après plusieurs mois d'arrêt maladie, c'était un 14 février, je me rappelle, c'était symptomatique. Surtout que c'est pas mal comme date pour le rupture quand même. Donc, je me suis dit, voilà, rupture professionnelle, là, le tienne. Je ne dis pas que le travail est l'amour de ma vie, mais j'aime beaucoup travailler. Et du coup, je me suis dit, allons-y, c'est le moment de lancer autre chose. Et là, je me suis dit, je veux pas me relancer dans un master en psycho pour refaire 7 ans d'études à l'uni. J'en avais largement assez soupé des études à ce moment-là. Jamais étudié, mais à un moment donné, il faut trouver un ratio, efficacité de la formation et retour au marché du travail. Et je me suis intéressée au coaching, mais justement, comme je savais qu'il y avait beaucoup de charlatans dans le domaine, je me suis renseignée, j'ai cherché une école qui était bien reconnue sur la place genevoise, ce que j'ai trouvé, et puis j'ai été faire des entretiens d'information, je me suis entretenue avec les directeurs et directrices des différentes formations aussi pour savoir simplement si j'allais réussir à me former compte tenu de ma vision qui s'était aggravée. Donc moi, je savais exactement quels étaient mes besoins, je voulais une formation qui soit assez efficace, mais beaucoup aussi dans le learning by doing, donc vraiment par l'exemple, si tu veux. Donc là, j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait. J'ai fait une formation sur 2 ans et demi modulaire, donc qui me permettait aussi de poursuivre toutes mes démarches de stabilisation de ma situation visuelle en cours de route, etc. De commencer à créer mon réseau professionnel. Enfin, de continuer à l'étoffer parce que j'avais déjà quand même un petit réseau. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis assez fière de moi parce que le moment où ma vision a empiré, ça a été pour moi le moment d'une nouvelle page blanche en fait, qui a jamais été un frein pour moi, mais au contraire qui m'a lancé dans une aventure dans laquelle je me sens aujourd'hui, 3 ans après quasiment, complètement épanouie. Épanouie, ouais. Il faut que je te cherche une médaille parce que, attends, je te mets une médaille de... ton parcours est incroyable. Elle arrive pas là, tu vois. Tu la vois là? Attends. Là. Bravo. Non, ton parcours est incroyable. Mais avant d'avoir tout ce parcours-là, comment s'est passé ton enfance, ton adolescence à l'école avec les amis? Ça a été écoute, ou plutôt difficile? Non, je dirais pas ça. Franchement, dans ma petite enfance, ça n'a pas été simple du tout. Moi, je suis née en 1987 et du coup, c'était vraiment le tout début du concept de basse vision à l'époque. Avant que ce concept apparaisse, il y avait vraiment les enfants aveugles et les enfants voyants. On faisait pas du tout le juste milieu. Il n'y avait pas la différence. C'est ça, la basse vision était quelque chose qui n'était même pas conceptualisé. Et du coup, moi, quand je suis entrée à l'école au début des années 90, l'enseignante déjà qui devait m'avoir dans la première classe enfantine, je sais pas si on dit comme ça en France, moi j'avais à peu près 4 ans, donc du coup c'était soit maternelle, soit CP, disons. Et puis l'enseignante qui devait m'accueillir dans sa classe était extrêmement récalcitrante parce que l'année précédente, elle avait intégré en fait un ou une petite élève qui était atteinte de trisomie 21. Et du coup, ça a été vraiment un braquage complet en disant ah non, moi cette année, il est hors de question que j'ai un enfant à besoin particulier dans mes cours, dans ma classe. Et mes parents à l'époque ont dû se battre et se sont battus d'ailleurs avec acharnement pour que j'intègre le cursus scolaire public, en allant jusqu'à l'inspection des écoles, l'organe le plus haut placé au niveau du département de l'instruction publique à Genève, qui pouvait déterminer mon entrée à l'école publique. Ils ont trouvé un compromis, c'est-à-dire que j'étais à l'école ordinaire publique toute la semaine, à l'exception d'une demi-journée où on m'avait mis en spécialisé.
jusqu'à la fin de l'école primaire. Et après, moi, j'ai pu donner de la voix et dire, voilà, j'ai fait cette demi-journée jusqu'à la fin du primaire, maintenant j'en ai plus besoin, j'intègre le collège ordinaire, le lycée ordinaire, et j'étais jusqu'à l'université sans encombre. Mais par contre, je remets pas en question la demi-journée qui a été mise en place dans l'enseignement spécialisé, parce que c'est entre autres là que j'ai appris à dactylographier parfaitement à l'aveugle, par exemple. Ce qui me sert encore aujourd'hui, largement. À l'époque, voilà, comme je te disais, il y avait aucune vraie sensibilisation là autour. Alors on sentait vraiment clairement peser la différence. Puis alors moi, j'avais un peu le combo, si tu veux, bon élève, première de classe, assise devant par un. Attends, tu vas finir mes médailles là. Arrête, tu vas finir mes médailles. Tu veux pas. Je cumulais un petit peu les trucs. Quoi. Je mettais un peu plus. Et puis en plus, voilà, moi je voyais mal. Donc bon, bah, les gens, ça t'attirait pour les amis. Mais par contre, à partir de la fin du collège, à partir du moment où j'étais un peu plus sociable, que j'ai commencé à me faire des amis, c'est-à-dire fin du collège, début lycée, tout avoué, la plupart des amis que j'ai de cette période-là, je les ai encore aujourd'hui. D'accord. Et puis genre, je suis quelqu'un qui sociabilise extrêmement facilement, qui a le contact facile. Et je l'ai vécu, donc je sais bien. À travers nos échanges. En plus, tu sais qu'on a commencé par un désaccord. Tu te souviens de notre première discussion sur LinkedIn? Oui, c'est juste. Je me rappelle tout. En même temps, c'est comme ça que moi, j'ai jamais tellement de soucis, en fait. À partir du moment où ça s'est un peu décoincé, où les jeunes deviennent aussi un peu moins bêtes, j'ai envie de te dire, voilà, autour de 16, par là autour, j'ai jamais eu aucun problème à me faire des amis. Et puis surtout, mes amis m'ont toujours connu avec ma déficience visuelle. Enfin, moi, j'avais quand même, si ce n'est que ça se voyait parce que j'ai un strabisme, je pense même pas léger, je me rends même pas compte. Mais voilà, ça se voit quand même visuellement. Oui. Ça se voyait aussi parce que je devais être très collée au texte quand je lisais. Donc, du coup, bah voilà, ça passait pas inaperçu. Et moi, j'ai jamais eu aucun problème à en parler, en fait. À partir du moment où, voilà, passer, disons, la petite enfance et puis le cycle d'orientation qui était une période, ce cycle d'orientation correspond au collège chez vous. Ouais. Mais par contre, quand j'avais des soucis avec les camarades, autant j'avais aucun problème, parce que mes parents m'ont beaucoup éduqué dans ce sens-là, à aller voir les enseignants au collège, un par un, en disant, voilà, moi j'ai tel problème, j'ai besoin de telle chose, il faut que vous évitiez d'écrire de telle couleur, etc. Parce que mes parents m'ont toujours poussé à ça, en fait, à me défendre, à me montrer autonome, à exprimer les besoins que j'avais pour pouvoir faire les choses correctement. Et ça m'a aujourd'hui. Alors, comment tu rentres dans ce métier de journalisme après tes études? Tu vas rentrer dans un environnement où il faut beaucoup lire. La fatigue, elle est là, la fatigue des yeux. Comment ça se passe? Comment tu rentres vraiment, tu te convaincs quand même que tu peux le faire, tu peux y arriver? Est-ce que ça a été facile d'accéder à ce métier de journaliste étant malvoyante? Alors, écoute, tu vas rire, ça va de nouveau être comme beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été très insistante et têtue. Moi, j'ai toujours su que je voulais écrire, en fait. Et j'aime écrire aujourd'hui. Je suis aussi blogueuse sur une plateforme d'un hebdomadaire bien connu en Suisse romande. Je me suis dit, bah voilà, moi j'aime la littérature, j'aime écrire, le journalisme m'intéresse, comme l'enseignement à l'époque. Oui. Et je me suis dit, bah tiens, pour avoir une idée du journalisme, je vais commencer déjà par un stage d'été, parce que les rédactions, souvent, en tout cas à Genève, embauchent régulièrement des stagiaires pendant la période estivale. Ça devait être 2008, quelque chose comme ça. Je commence en janvier à envoyer mes postulations aux différents journaux de la place. Je ne mentionne pas du tout ma déficience visuelle, parce que de toute façon, à l'époque, j'avais que des lunettes, j'avais pas besoin de matériel adapté, etc. J'étais pas encore en canne blanche comme je le suis aujourd'hui. Et puis quand bien même, je veux dire, j'estime que mes compétences professionnelles n'ont absolument rien à voir avec mon handicap, en fait, et que ça ne m'empêche pas de travailler. Du coup, j'envoie mes postulations, et puis beaucoup avaient déjà leur stagiaire, ou alors ils prenaient des gens pour 3 mois, et puis c'était 3 mois minimum, 6 mois maximum, non rémunérés. Je me suis dit, on va quand même pas exagérer non plus. Il restait un titre qui m'avait pas encore répondu. Et puis alors moi je suis un peu tenace, tu vois, genre j'envoie ma candidature de stage, donc on parle même pas d'un emploi. Une semaine après, j'appelle, et puis je dis, bonjour, vous avez reçu ma demande de stage? Oui, on l'a reçu, vous inquiétez pas, on va la traiter. Une semaine après, je rappelle. Je dis bonjour, est-ce que vous avez de mon dossier? Est-ce que il y a des nouvelles, etc. Après, je laisse passer 2 semaines parce que quand même, je vais pas les appeler toutes les semaines. Et puis, je rappelle toutes les 2 semaines comme ça. Et
Et puis, au bout d'un moment, il me rappelle, il dit, oui, c'est bon, on vous prend en stage cet été. Et l'été arrive, je vois le rédacteur en chef, parce que j'avais encore pas eu de contact avec lui, qui est devenu un ami aujourd'hui. Et puis, je me rappelle, j'étais culottée, je pense qu'aujourd'hui, j'oserais plus. Mais il me dit comme ça, il arrive tout bien habillé, etc., en costard. Il dit, alors bonjour mademoiselle, pourquoi est-ce qu'on devrait vous engager ici? Ben, moi, je dis, ben, parce que je pense que j'écris bien, mettez-moi à l'essai, vous verrez. Et du coup, il m'a demandé d'écrire une dépêche de presse sur la base d'un dossier de presse qu'ils avaient reçu. Enfin, je me rappelle encore, c'était pour l'ouverture d'un garage, tu vois. C'était pas quelque chose de grandement passionnant. Et, du coup, surtout que tu ne peux pas conduire. Bah non, mais bon, c'est pas... Et du coup, je ponds le papier, je vais lui présenter, il me dit oui, c'est vrai que vous écrivez bien. Bon, bah, c'est très bien pour un stage et tout. Alors, attends, non seulement j'ai appris, il me l'a dit ensuite, j'étais la toute première stagiaire qui prenait de l'histoire du journal. D'accord. Et à la base, j'étais censée ne pas être rémunérée. Finalement, ils étaient tellement contents de moi qu'ils m'ont donné 100 francs par semaine. Et puis, au final, c'est là-bas que j'ai pu effectuer mon stage pour obtenir ma carte de presse 1 année et demie après, parce qu'un collaborateur du titre partait dans le titre partenaire à Lausanne, qui est sur un autre canton en Suisse romande. D'accord. Canton de Vaud. Et du coup, ben, en fait, je suis arrivée au bon endroit, au bon moment. Au bon moment, ouais. Genre, en étant tenace. C'était ton rendez-vous aussi, quelque part. C'était même pas forcément de la chance, mais c'était ton rendez-vous. La chance. Ouais. C'est quelque chose que j'ai provoqué. Et j'ai été tenace et j'ai jamais lâché l'os. Ouais, ben alors, super. évidemment, une fois que je suis arrivée sur le poste de travail, j'ai dit que j'étais malvoyante. D'accord. Et j'ai expliqué. Tu l'as dit tout de suite, d'accord. Tu l'as dit tout de suite. Ouais. En fait, j'attends toujours le rendez-vous. Ouais, parce que j'estime que de le mettre dans l'ordre. Enfin, bon, après, ça, c'est moi. Hein, on entend de tout et son contraire à ce sujet. Mais moi, j'estime que j'ai un bon CV. Bon, à l'époque, j'avais pas grand-chose sur le CV, tu vois, mais même, je veux dire, mon handicap m'a pas empêché d'être prise. Et je pense que ce qu'ils ont vu, c'est que j'étais tenace, que j'étais volontaire. Et surtout que quand ils m'ont mis à l'épreuve, bon, j'étais très culottée. Ouais. Mais en même temps, j'ai montré que j'étais capable. À ce moment-là, je vais encore revenir un peu vers un moment peut-être qui a été particulier dans ta vie. Le moment du passage de la personne ordinaire qui marche dans la rue sans souci, voilà, avec ses petites difficultés visuelles, jusqu'à la canne blanche. Quel a été le mariage, le jour de noces avec la canne blanche? Comment ça s'est passé? Des amis qui te connaissaient sans canne et qui te découvrent du jour au lendemain en canne blanche. Ça, je pense que c'était le plus délicat, en fait. Mais pas tant pour moi. Mon passage à la canne blanche s'est fait de manière assez naturelle pour moi. Donc, on m'a fait faire un test de locomotion en contexte. Oui. Et puis, en fait, à un moment donné, mon ergo m'a mise en situation devant, je sais plus si c'était une rampe ou un escalier, enfin l'un ou l'autre, qui descendait. Et puis elle m'a dit, mais là, vous voyez quoi? Du coup, je dis, moi, je vois une rampe, mais j'imagine que si vous me posez la question, c'est que c'est certainement un piège. Du coup, je tâte, et c'était un escalier ou l'inverse, parce que j'ai un doute maintenant. Puis en fait, il y avait des stries dans le béton. Et moi, j'ai commencé à perdre vraiment les bas contrastes, en fait. Donc ça, c'était très problématique pour moi. Et en fait, là, je me suis dit, l'ergo me dit, mais vous faites comment dans ces cas-là? Je dis, si j'ai un doute, je vais au bord et je tâte. Oui. Puis elle me dit, mais vous savez, la canne blanche, ça vous serait utile dans ces situations. Et moi, je lui dis, ok, allons-y. Enfin, en fait, moi, dans ma tête, la canne blanche, ça a toujours été une question d'outils. Ça m'aide. D'accord. Et du coup, je lui ai dit, apprenez-moi. J'ai appris à utiliser la canne blanche super vite. Je l'ai prise systématiquement tout de suite partout. Mais il m'a fallu quand même, je pense, bien 1 mois et demi comme ça pour me faire au regard des autres qui changent. Quel était le premier regard de tes amis? Les amis, j'ai quand même le souvenir d'un de mes très bons amis qui la première fois qu'il m'a vu en canne blanche était vraiment tout ému en fait. Et il était presque au bord des larmes et puis en fait là c'est moi qui, heureusement que moi j'avais aucun problème d'acceptation par rapport à ça. Et je me suis dit mais tu sais je suis toujours la même personne en fait. La canne c'est un outil pour moi. Je vois pas moins bien que la semaine dernière maintenant que je l'ai. C'est juste que maintenant, je vais pouvoir marcher plus droit sans regarder mes pieds. Alors maintenant, je dirais, franchement, depuis que j'ai la canne blanche, je passe mon temps à regarder en l'air et à me concentrer sur les façades des bâtiments pour voir si de temps en temps je vois un détail intéressant. Enfin, je flatte de mes lunettes. Avant, je pouvais pas faire ça. J'avais pas changé concrètement d'une semaine à l'autre entre la prise de l'outil. Et le plus dur, je pense,
ça a été l'entourage proche. Particulièrement les parents, quand même, quand ils te voient au tout début avec la canne, ils veulent t'aider partout, ils veulent maman, enfin, papa, la chaîne, je la vois la même chose que la semaine dernière, arrête un peu. Donc, mais c'est un accompagnement et finalement, ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est peut-être négligé. C'est qu'au final, souvent, nous, on accède des fois mieux. Alors, je veux pas parler au nom de tout le monde parce qu'il y a aussi, parmi les déficients visuels, des gens qui Je vais en venir, ouais, je vais en venir. Ouais. Mais l'accompagnement des proches, c'est aussi quelque chose de fondamental. Ah, tout à fait. Pourquoi la canne blanche choque autant les gens? C'est-à-dire, c'est incroyable. Tout le monde a toujours un temps d'arrêt. Quand il te voit bien après un moment, c'est la canne blanche. Tu vois, même d'ailleurs, tu as dit ton ami qui était ému. C'est quelque chose, je pense que c'est une question, il faut qu'on la passe en sociologie parce que moi, je pense que par rapport à un fauteuil roulant, la canne blanche, je pense qu'elle choque plus. Je sais pas si elle a le même avis. C'est tout l'avis que j'ai toujours. Le fauteuil, tu voilà, t'es une personne en fauteuil, ouais, parce qu'on se prépare à quelque chose. Mais la canne blanche, ça fait toujours un choc aux gens. En tout cas, moi, je dirais pas que c'est la canne blanche qui choque. Ouais. C'est que la canne blanche renvoie, à mon sens, hein, mais c'est mon point de vue, ça renvoie aux gens l'image de nécessité de devenir aveugle. Ouais. Parce que c'est quand même le sens principal sur lequel la plupart de notre société s'appuie aujourd'hui. Quand tu dis qu'ils ont le choix entre perdre la vue et finir en fauteuil, je pense qu'ils te disent finir en fauteuil. C'est vrai. Voilà. Perdre la vue, ça angoisse tout le monde. C'est vrai. Finir, enfin, à choix, je pense que les gens préfèrent rester en bonne santé que de finir en fauteuil roulant, sourd ou aveugle. Mais le fait est que je pense que ça les émeut parce que justement la cécité, ça les renvoie aussi probablement à leur propre peur. Tu sais que t'es l'une des rares, sinon la rare ou la première même que j'entends, chez qui la canne a été très facile à adopter. Chez des amis qui sont en train de devenir, qui sont devenus malvoyants au fil de l'an, ça a été très très difficile. Et même certains, j'ai un ami qui aujourd'hui l'a accepté, mais il refusait, mais il se prenait tellement de poteaux qu'il a toujours refusé. Mais à un moment, le jour où il m'a dit, je commence à penser que la canne blanche pourrait m'aider. C'est quelqu'un de particulier parce que c'est très rare de voir quelqu'un qui a accepté facilement la canne blanche. Ça peut arriver à part les gamins à 6-7 ans, c'est plus facile, hein, parce que ils ont le temps d'apprendre la vie. Mais franchement, c'est un discours quand même que j'ai jamais entendu et c'est vraiment, c'est super, quoi. Et sinon, alors, à Genève, comment est représenté le handicap visuel? Il y a des associations. Quel est l'écosystème du handicap visuel? Les jeunes, ça sort un peu, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de faire bouger les choses? Ah oui, alors moi, j'essaye de faire bouger les choses partout où je vais, forcément. À Genève, il y a 2 associations très actives avec les jeunes. D'une part, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants, qu'on appelle la BA, et la FSA, qui est la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, qui est active au niveau suisse, mais qui a une section à Genève. La grande différence entre ces 2 associations, c'est que l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants accompagne beaucoup les déficients visuels aussi, avec tout ce qui est ergothérapeutique, démarches sociales avec des assistantes sociales, etc. Et ils ont un groupe aussi pour les plus jeunes, donc les enfants jusqu'à l'adolescence qui se réunissent une fois par mois pour différentes activités thématiques. Et puis voilà, ils ont plusieurs sorties dans l'année. Oui. Et puis il y a la FSA, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, section genevoise, qui jusqu'à cette année n'avait pas de section jeune, que j'ai contribué largement à recréer avec 3 autres. J'ai lu l'article. Il faut savoir aussi que forcément la déficience visuelle touchant essentiellement les personnes âgées ou arrivant sur l'âge, forcément dans les associations, les jeunes ne sont pas particulièrement surreprésentés. Donc la plupart des activités... Je te rattrape juste sur quelque chose que tu as dit. J'avais le même avis que toi, je disais que ça touche plutôt les personnes âgées, mais c'est vrai que je reviens encore sur le point que tu as rajouté, c'est que il y en a énormément, il y a beaucoup de jeunes qui sont malvoyants et non-voyants, mais c'est qui ne veulent pas justement rattraper les associations parce qu'on voit toujours on se dit que c'est des personnes âgées, il y a pas des choses en commun. Et la société pense qu'il y a
beaucoup plus, et c'est vrai, et c'est très sociologique cette histoire parce que la société a toujours tendance à croire que c'est plus des personnes âgées qui sont mal et non-voyantes. On compte qu'il y a énormément de jeunes mal et non-voyants. Mais ça, c'est pas connu parce qu'il n'y a pas des associations qui essayent de les attirer. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les associations, elles sont essentiellement composées de membres âgés, donc avec des activités qui plaisent aux membres âgés. Donc c'est pas sexy pour les jeunes. Et moi, j'ai bien vu quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit moi c'est sympa, mais je suis active. Le cours du bricolage du jeudi après-midi, dont je ne remets absolument pas en cause l'existence. On sait très bien qu'il existe. Je veux dire, il y a plein de personnes qui sont à l'âge de la retraite ou qui sont libres à ces moments-là, qui ont envie et puis qui ont besoin de ces cours, et c'est très bien qu'ils y soient. Mais j'ai dit, quid des jeunes? Parce que nous, le jeudi après-midi à 14h, on a littéralement autre chose à faire que d'aller à un cours de bricolage ou de cours de couture. Je ne remets pas en question les bienfaits du patchwork, mais j'ai dit il faut faire autre chose, quoi. Et où sont les jeunes? Il faut les chercher. Et du coup, j'ai dit allons-y, on va faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, je l'ai fait pas toute seule, en l'occurrence. J'ai dit à d'autres que je connaissais et puis que je connaissais pas encore, qui étaient motivés sur le principe de créer un groupe jeune, allons-y, on y va. Entre deux, il y avait aussi un groupe qui s'était créé à Fribourg, autre canton suisse romand, qui existait avant le nôtre, pour les jeunes. Et du coup, je me suis dit, ça fait 1 an qu'ils existent, allons-y. Il se trouve que par un concours de circonstances, mon chéri est au comité des jeunes dans le canton en question. Du coup, je me suis dit, c'est très bien, ça me donne encore plus de volonté de monter ça à Genève. Oui. Et du coup, maintenant, on est en train de coordonner, et puis bientôt, tu as l'information presque en primeur. Notre but, ça va être de créer un groupe vraiment au niveau de toute la Suisse romande, avec tous les jeunes de Suisse romande. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du handicap? Comme nous en France, ou dans certains pays, ou en Belgique aussi, où j'ai eu Vincent récemment, de la Belgique, est-ce que tu penses que c'est un handicap qui est un peu orphelin, qui est le dernier des handicaps aussi? Tu ressens aussi ça comme nous? Par exemple, quand quelqu'un a un accident de la route, tout de suite on sait qu'il y a un fauteuil roulant, il y a tout de suite un système qui se met en place pour qu'il retrouve l'autonomie. Alors que chez les personnes handicapées visuelles, ça c'est un autre souci. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pareil en Suisse? Que je dirais pas que la déficience visuelle est le parent pauvre des handicaps, mais qu'il y a effectivement un manque d'information, ça c'est certain, autant au niveau des entreprises que de différentes institutions, même en milieu scolaire, les enseignants sont pas formés de base aux différents types de handicaps qu'ils pourraient rencontrer chez leurs élèves. Quand ils doivent intégrer un élève déficient visuel, ils ont une formation spécifique qui est donnée, entre autres, par l'établissement spécialisé qui les suit. Mais je pense qu'il y a une vraie méconnaissance, en fait, des différents types de handicap visuel, de la malvoyance et de la cécité de manière générale. Et ça, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'en plus, en Suisse, on n'a pas vraiment d'obligation d'engager des personnes, personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de quota. Donc voilà, c'est au bien plaire des entreprises de nous engager ou pas. En Suisse, je pense, dernièrement, j'avais lu des statistiques, il me semble, de mémoire comme ça, que c'est environ un taux de chômage qui est 50% supérieur chez les personnes déficientes visuelles par rapport au reste de la population. D'accord. Je dirais que le fait d'être le parent pauvre ou pas, c'est aussi lié à une chose, et principalement à ça, de mon point de vue, c'est qu'on fait pas beaucoup parler de nous, en fait. Il y a beaucoup d'autres handicaps ou communautés, et pas forcément des handicaps, mais tu vois, genre aujourd'hui, on se bat beaucoup contre le racisme, on se bat beaucoup pour l'égalité des genres, on se bat beaucoup pour, ou contre l'homophobie, le mouvement LGBTIQA+, je ne sais pas si j'en oublie, lui est très proactif, a toujours beaucoup milité, etc. Donc il y a des choses qui avancent et c'est super, et tant mieux. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi au niveau de l'égalité, par exemple, homme-femme. Alors salarial, on en est encore loin, mais je veux dire, voilà, les mouvements féministes sont aussi quand même très revendicateurs. Mais je veux dire, au niveau du handicap, quid? Alors oui, certes, on a des institutions en Suisse qui existent, qui défendent le droit des personnes en situation de handicap. C'est notamment le cas de structures comme Inclusion Handicap, par exemple, qui mettent en place des procès quand il faut défendre les personnes handicapées, etc., en situation de handicap. Mais, je veux dire, nous, en tant que communauté de personnes déficientes visuelles, on n'est pas très proactifs. Et Dieu sait combien, moi, autour de moi, qui se disent, ouais, mais bon, on devrait déjà être content de ce qu'on a.
Mais en même temps, ça changera jamais, quoi. Ou alors ça changera dès qu'on les autres ont décidé que ça devrait changer pour nous. C'est pareil Et en ça, France. c'est C'est pareil en pas juste. Donc, Ouais. il faut se bouger. Ouais, c'est Et pareil se en France. bouger, c'est à nous de le faire. C'est pas aux autres. Tout à fait, c'est pareil en France. Et ce que tu dis est très juste parce que même Vincent le disait, c'est que si on n'en parle pas beaucoup, si on est le parent pauvre, comme on peut le dire, certains peuvent le dire, c'est que nous-mêmes, on ne bouge pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, ici, nous essayons de faire à notre niveau. C'est pas gagné, c'est un gros combat, c'est énormément de sacrifices, de travail, hein, pas d'autres sacrifices, de réflexion, d'engagement, J'aime pas trop la revendication parce que quand tu revendiques, tu deviens c'est deviens de l'antagonisme, tu deviens l'ennemi. Et puis l'idée, c'est plutôt dans la communication. Et ça, c'est vraiment ça, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, on ne se bat pas. Et d'ailleurs, Gérard le disait tout à l'heure, de toute façon, je pense que les déficients visuels ne sont pas des combattants. Il faut être des combattants, comme les Céline. Mais c'est pas vrai, il y en a. Regarde, clairement, alors je pense qu'il faut pas être combattant. Quoique, bon, moi, je suis très combative dans ma vie, enfin, disons, tenace. Mais alors, je pense qu'il faut faire du lobbying. Ouais. Tu vois, il faut être politique, Tout il à faut fait. bouger. Et il faut être actif sans, ouais, comme tu dis, sans être des gens hargneux qui revendiquent. Parce que je pense pas qu'on obtienne grand chose dans cette manière-là, disons. Il faut faire bouger les pions. Et puis, il faut oser occuper la place. La place, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Il faut oser occuper la place, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'accompagnement? Comment ça se passe? Bien sûr. Alors, écoute, moi, dans l'accompagnement, je peux te dire, là, pendant le confinement, par exemple, j'ai accompagné une personne déficiente visuelle, qui en l'occurrence, elle était aveugle, dans la création de son entreprise. Donc, à la base, au début d'un processus d'accompagnement de type coaching, on met en place des objectifs. Cette personne souhaitait, en l'occurrence, avoir une roadmap claire pour concrétiser la réalisation de son entreprise. Et en 2 mois de confinement, avec des séances régulières, elle a réussi à créer son entreprise alors que ça faisait 4 ans qu'elle réfléchissait à la question puis qu'elle l'avait pas fait. Donc voilà, l'idée, c'est pendant tout ce processus de clarifier les attentes de la personne, de voir avec quoi elle veut repartir à la fin de chaque session. Puis après, j'ai des outils. Moi, je travaille par questionnement essentiellement, avec différents outils propres au coaching, pour clarifier les idées de la personne, pour la faire arriver finalement à la réalisation de son objectif. Et le but, en l'occurrence, c'était à la fin de ce process qu'elle ait tout ce qu'il lui fallait, étape par étape, etc., tout décortiquer ensemble pour qu'elle ait pu créer son entreprise. Fait essentiellement aussi de la formation et du conseil en entreprise dans tout ce qui est communication accessible, web, numérique ou print. Et là, à ce moment-là, moi, je donne des formations sur les bonnes pratiques de communication, donc comment faire en matière de contraste, en matière d'interlignage, en matière de typo, etc., sur comment travailler sur l'architecture d'un site internet de manière intelligente pour qu'il soit le plus facilement navigable possible, pour que ce soit le plus intuitif. Je montre aussi comment on navigue sur un site internet avec les outils de lecture d'écran, parce que la plupart des gens n'en ont aucune idée et se rendent pas compte en fait à quel point c'est important pour nous d'avoir un site structuré. Et en l'occurrence, moi j'ai fait pas mal d'ergonomie de la formation à la Haute École de Gestion aussi, après mes études de lettres. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Et du coup, je suis aussi un peu formée à ça. Et après, j'explique aussi comment on structure correctement un document Word, par exemple, pour qu'il soit accessible, les mêmes principes pour les PDF, etc., etc. Donc voilà, c'est assez variable. Et puis, il m'arrive aussi de travailler avec les milieux culturels pour faire de la médiation culturelle accessible. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes, aux moins jeunes, malvoyants, non-voyants, de la Suisse, de la France, de partout ailleurs dans le monde, pour qu'ils puissent se lancer, pour qu'ils puissent avoir cette hargne, cette envie de se motiver, d'aller vers l'avant, de faire des choses, pas des choses qui sont en rapport avec le handicap, mais de réaliser leur aspiration. Par exemple, être malvoyant et devenir journaliste, devenir des choses improbables pour un déficient visuel. Moi, j'ai envie de leur dire, osez. Osez, suivez vos passions, suivez vos envies. Tant que vous pouvez le faire, et puis après, il sera toujours temps de trouver une autre orientation, de rebondir. Aujourd'hui,
on fait 50 métiers avant d'arriver à l'âge de la retraite. Le handicap ne nous définit pas. Donc, allez-y, osez, ayez le culot, foncez. C'est le meilleur qui puisse vous arriver. Qu'est-ce que tu penses de la chaîne DV Lancez-vous? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as des idées pour l'améliorer, pour proposer des choses? Alors moi, j'adore ta chaîne, Yves. Franchement, j'ai adoré le concept des vidéos DV Lancez-vous quand j'ai découvert les vidéos que tu m'as d'abord envoyées et puis ensuite je les ai un peu toutes regardées parce que j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est bien de donner la parole à tous ces jeunes super motivés. Alors, big up à Maëlle parce qu'il m'a fait super impression quand j'ai vu sa vidéo. Maëlle, c'est la star incontournable de cette chaîne. Tout le monde me parle Maëlle, on dirait pas que t'as 13 ans, franchement, quand on te regarde, quand on t'entend. Ouais. Tu es tellement déterminé. Et franchement, il est incroyable, Maël. Ouais. Mais tous les autres aussi sont incroyables. Ah oui, il y a Arda qui est très bon aussi. Ouais. Arda, le jeune qui veut être juge, là, il était aussi très fort. Mais oui, c'est génial. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais rien va les empêcher, ces jeunes. Ils ont l'envie, ils ont le talent, ils sont motivés, ils en veulent. Bah voilà, ça, c'est des gens qui changent le monde. Si tu veux encore améliorer, viens interviewer des jeunes en Suisse, en Belgique. C'est ma prochaine. On a rendez-vous avec Daniel. Là. On est en contact la semaine prochaine. J'arrive en Suisse. C'est pas loin, c'est à 2 heures de Strasbourg. Donc c'est pas loin. C'est à côté. C'est à côté. Mais ça va s'organiser. Alors, j'étais mis en contact avec Marie-Françoise. Est-ce que vous avez matché déjà? C'est bon, vous êtes contacté? On n'a pas encore échangé. Ouais, on s'est ajouté sur LinkedIn, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Ça ne saurait tarder. Alors, c'est ma prochaine invitée, juste pour te dire. Donc, il y a une interview qui va arriver avec elle, là, cette semaine aussi. Tu la verras. Je t'ai envoyé son TEDx ou pas? Oui, je l'ai vu. J'ai regardé son TEDx. Ouais. Oui. Ok, super. En tout cas, Céline, vraiment merci de ta venue sur la chaîne, de ton discours qui est hyper motivant et hyper positif, comme la vision positive. On va coller les mots à son sens. Et surtout, avec ton discours, le discours des autres, c'est avec ces discours-là qu'on peut faire changer une société, qu'on peut faire avancer les choses pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent. Et aussi, il faut qu'ils puissent vers ce modèle-là comme toi et comme les autres que j'ai pu avoir sur la chaîne pour pouvoir se lancer dans leurs projets, dans leurs objectifs, réaliser leurs aspirations. Donc, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, envoyez-nous par mail et on vous répondra. Si vous voulez passer sur DV Lancez-vous, vous savez comment nous joindre. Mais vraiment, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, Céline? C'est toi qui as le mot de la fin. Alors moi, en mot de la fin, je te souhaite tout le meilleur et plus possible encore pour la chaîne DV Lancez-vous. Merci. Parce que je trouve génialissime et j'espère et j'invite tout plein d'autres déficients visuels qui auraient une vision aussi enthousiaste que la tienne à partager, à te contacter et à se lancer aussi dans ces super échanges avec toi parce que c'est très constructif et que c'est comme ça que le monde avance. Ben merci beaucoup pour ton message. En tout cas, je te souhaite aussi bien des choses. Il faut aussi que tu donnes peut-être le nom de ton entreprise, ton site internet qui sera dans la description. Alors moi, si jamais vous voulez en savoir plus sur mon entreprise, c'est Vision Positive, www.vision-positive.ch ou sur Facebook, c'est Vision Positive C, comme Céline, comme coaching, comme conseil, comme cours, voilà. Et puis autrement, je suis aussi très présente sur LinkedIn où j'ai ma page entreprise Vision Positive aussi, ou mon profil professionnel où je suis extrêmement active. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Je réponds généralement avec grand plaisir à l'ensemble des sollicitations qui me sont envoyées. On rappelle aussi que tu peux faire un suivi à distance, avec. Tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Je coach par téléphone, par Skype, par Messenger même parfois. Donc alors ça, tout à fait. Je l'ai d'ailleurs fait beaucoup pendant le confinement. D'accord. Donc, de toute façon. N'hésitez pas, même si vous êtes ailleurs qu'en Suisse et qu'à Genève, si vous avez besoin d'un coaching. Je coach de manière générale par plein d'autres moyens modernes. Pas que les mal et non-voyants, même les personnes valides aussi.
Ah, je coach tout le monde. Ah, super, super. Moi, Je sais, je vois juste ce que tu voulais rajouter. Je le sais bien. Donc, en tout cas, toutes ces informations, je les mettrai dans la description sur la vidéo, donc sur YouTube, sur Facebook, on aura toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup Céline. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez et beaucoup de belles choses pour la suite Céline. Et on se dit à très bientôt parce que il est probable qu'on se voit très bientôt. Je pense, oui, que nos chemins vont être bien suivis. Allez, Merci beaucoup pour je t'en prie. l'invitation Bonne journée et et à très, très vite. allez, salut. Bye. Merci.